Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une question. Qu'est-ce qu'un grand scientifique, un brillant esprit comme on dit, un ancien médecin, un docteur en médecine, un ancien directeur scientifique de laboratoire pharmaceutique, un homme qui s'est présenté à des élections, bref, un essayiste universel a à dire à des cadres qui cherchent du boulot? On va poser la question à Axel Kahn. Bonjour Axel. Bonjour David. Qu'est-ce qu'un scientifique comme vous a à dire aujourd'hui au monde de l'entreprise? Parce qu'on vous invite, des boîtes de ressources humaines, des entreprises, vous invitent à intervenir devant leurs cadres. Qu'est-ce qui les chatouille dans la parole d'Axel Kahn? Qu'est-ce qui les intéresse? C'est pas le scientifique, je crois que c'est le philosophe. Ah oui? Je crois que c'est le philosophe et l'humaniste. Et alors vous leur dites quoi à ces cadres? Parce qu'ils sont quand même dans une récession, leurs DRH font des plans sociaux, c'est la crise et elle dure et elle dure et elle dure. Et en même temps, ils ont envie d'espérer avec Axel Kahn l'humaniste. Alors comment la passerelle s'établit? Il faut être franc, hein. Moi je suis d'une assez grande lucidité. Des fois je suis invité, parce que les managers qui vont pouvoir en réalité avoir des comportements durement efficaces et assez peu arrêtés par la sensibilité à la détresse individuelle, veulent se donner bonne conscience. Vous faites caution parfois? Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs tous les intellectuels, et tous les intellectuels qui sont un peu marqués à gauche, le savent. Des fois, des assemblées d'entrepreneurs aiment beaucoup comme cela trinquer avec le diable. Et puis d'autres fois, je crois qu'il y a effectivement la caution morale. Mais il n'y a pas que cela, parce que aujourd'hui, les responsables de l'entreprise savent très bien qu'il faut trouver, ils ont un compromis avec les contraintes économiques qui sont ce qu'elles sont. Mais il n'empêche que quelle que soit la contrainte économique, la question est quelle est l'organisation humaine de l'entreprise qui, in fine, va être la plus favorable à l'entreprise. Et il semble bien aujourd'hui qu'il y a au moins un petit point commun. Il est difficile de concevoir une entreprise qui est extrêmement efficace, performante, même sur un créneau particulier, si la totalité des collaborateurs se trouvent dans une crispation, une frustration, un mal-être considérable. Donc, tout le monde est intéressé à ce que l'entreprise soit également un cadre de vie qui a un objectif d'ordre industriel, économique qu'il faut remplir, mais il est extrêmement important que pendant le temps où ils en font partie, les collaborateurs forment effectivement un groupe. Et tout ce qui va faciliter la création de cet esprit de groupe est valorisé, y compris par les plus positifs et les plus réalistes des managers d'aujourd'hui. Les cadres, ils vous posent quelles questions une fois que le rideau s'est refermé, le rideau de la convention, et qui viennent vers vous et qui n'avaient pas osé vous poser des questions avant, et quel type de questions ils vous posent? Ce que j'ai très souvent entendu, très souvent, une dizaine de fois sans doute, c'est des participants, des auditeurs, lors du cocktail qui suit souvent, ou bien lors des questions, venir me voir et me dire « Écoutez, Monsieur Kahn, on vous a bien écouté. Nous, on croit que vous avez raison. Ce que vous avez dit, oui, c'est sans doute vrai. C'est plus ou moins logique, c'est implacable, quoi. Mais qu'est-ce qu'on y peut ?» Votre dernière colère professionnelle? Oh, j'en ai eu pas mal, hein. Mais je suis un homme relativement serein. J'ai l'air comme ça, des fois, d'être un peu agité. Vous avez viré des gens? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Vous aviez une méthode? Alors, dans certains cas, ce n'était pas des contrats à durée indéterminée. Et donc, je ne renouvelais pas. Ça, c'est relativement facile. Il m'est arrivé, un nombre, je ne sais pas, au moins une demi-douzaine de fois ou une douzaine de fois, je ne sais pas, de me trouver face à des collaborateurs qui créaient un tel problème, soit par leur totale inaptitude à la tâche qu'on leur avait confiée, soit alors par leur caractère délétère sur le groupe, c'est également un problème, et bien de chercher à tout prix à m'en séparer. Oui, évidemment que ça m'est arrivé. J'ai essayé, vous savez, je suis un mec responsable, hein. À chaque fois que j'ai dirigé même une entreprise publique, un laboratoire, une université,
Je le faisais avec des contraintes de résultats, de qualité de vie, d'équilibre économique, etc. Comment voulez-vous que je fasse autrement si je suis un type réaliste et responsable? En entretien, quand vous recrutez, quand vous devez faire affaire avec quelqu'un, est-ce qu'il y a un détail qui tue? Je suis assez redoutable. Tous ceux que j'ai pris ou que je n'ai pas pris m'ont indiqué qu'ils avaient vécu avec beaucoup de stress notre entretien et qu'ils avaient trouvé que c'était un des plus difficiles, pas parce que je suis brutal, je ne le suis pas, je suis plutôt avenant, mais en réalité parce que je leur posais des questions dont ils ont avoué qu'elles les déstabilisaient. Il y en a qui sont relativement attendues. Pour vous, quelles sont les qualités idéales d'un collaborateur? Quelles sont les qualités pour vous idéales d'un directeur des ressources humaines? Selon vous, en quoi avez-vous ces qualités, en quoi ne les avez-vous pas? Essayez de me dire quelles sont vos 4 plus grandes insuffisances. Est-ce que vous en avez conscience? Quel est le défaut que vous n'avez pas? Oh, il y a beaucoup de défauts que je n'ai pas. Je ne suis pas cupide, profondément. Je ne suis pas inhumain. Je ne suis pas menteur. Voilà, ce sont des défauts que je n'ai pas. Voilà. Quelle est la qualité professionnelle dont vous pensez qu'elle vous a manqué quand vous vous retournez sur votre parcours professionnel? Vous dites, j'aurais voulu être meilleur dans tel domaine. Parfois, au point de vue professionnel, peut-être, je prends des décisions très rapidement, mais il est vrai que je vous ai dit que j'avais foutu des gens à la porte. En me retournant sur mon parcours, il y a des fois où j'aurais dû moins hésiter à les mettre à la porte. Ah oui, quand même, j'aurais dû les virer plus. Eh oui, eh oui. Dans une organisation, comme je vous ai dit, il existe des situations où vous êtes tout de même le responsable hiérarchique d'une organisation humaine extrêmement importante, et il peut se faire qu'une personne soit vraiment le grain de sable qui empêche au rouage de tourner convenablement. Alors, le jour où je vous interviewe, on apprend qu'une ministre du gouvernement, pas n'importe laquelle, une ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, vient de passer 9 mois dans le gouvernement à travailler parmi ses collègues avec un cancer. Est-ce que c'est bien pour la communauté des malades et des soignants qu'une ministre en exercice dise au bout de 9 mois, ben voilà, je viens de traverser un cancer, ça a été une étape dans ma vie, il y en aura d'autres, des étapes, et je le dis et puis je continue. J'ai beaucoup de difficultés à établir une norme. Vous me demanderiez, selon vous, selon l'humaniste ou le médecin, que sais-je, que vous êtes, qu'est-ce qu'il convient qu'une personne dans cette situation, au travail, fasse? Je vous dirais, elle fait ce qu'elle croit devoir faire. La seule chose, évidemment, que je ne pourrais pas approuver, c'est si elle mettait en péril les autres, c'est-à-dire les autres qui dépendent de sa fonction. Il y a un élément de subjectivité. Mais je préfère encourir les risques de la subjectivité plutôt qu'imposer des normes qui seraient totalement inhumaines. Cette femme-là, en plus, elle a appris qu'elle avait un cancer et elle l'a soigné à un moment très difficile pour elle, car c'était le vote de la loi sur le mariage entre personnes de même sexe, et vous vous rappelez combien l'atmosphère était épouvantablement tendue, difficile. Et elle a considéré que dans cette situation-là, il convenait absolument qu'elle continue. Et je pense que d'ailleurs, peut-être, dans son cas, ça a été un élément plutôt favorable également, parce que ça fait partie d'une énergie fantastique, cette énergie pour accomplir sa tâche, qui pouvait être également un élément de l'énergie pour combattre son cancer. Vous pensez que les grandes batailles professionnelles peuvent être bonnes pour une santé à un moment donné où elle est défaillante? Je ne dirais pas cela, mais je ne crois pas énormément à l'influence du psychisme sur les maladies. En revanche, c'est vrai que lorsqu'on a une maladie cruelle, il faut tout de même avoir envie de se battre pour arriver à la surmonter. Ce n'est pas parce qu'on veut se battre qu'on va la surmonter, malheureusement. En revanche, face à une maladie dont on peut récupérer, dont on peut guérir, si on s'abandonne réellement à cette affection, si on ne veut pas combattre le mal, il y a des chances que le mal l'emporte.